Bonjour. Je m'appelle Raphaël Goether. Si je bouge, on m'entend encore ou pas? Ok. Je m'appelle Raphaël Goether, je suis une sorte d'intégrateur. Il paraît que c'est à la mode intégrateur. Je suis une sorte d'intégrateur strasbourgeois, fan de CSS et d'autodérision. Quoi d'autre? J'avais envie de vous parler de positionnement de CSS, pour changer un peu. Quoi d'autre sur moi? J'ai créé il y a quelques temps un site web qui s'appelle elzacreation.com. Ça fait presque 10 ans maintenant. C'est une communauté d'échange, d'entraide, d'apprentissage sur les standards, qui est devenue une petite agence web par la suite. Et donc tout se passe bien. Enfin, pas tout de suite là, dans l'immédiat, mais histoire de tâter un peu le terrain, façon de parler. Qui d'entre vous se considère comme genre web designer? Vous pouvez lever la main. Avec l'effet de lumière en plus. Ok. Plutôt développeur. Ah ouais. Et plutôt intégrateur. Et donc pas mal sont entre les deux du coup. Ok, bon ça marche. Donc si je vous parle de CSS, c'est des choses plus ou moins connues, ça va? Ok. C'est parti alors. Le positionnement CSS, pour dire les choses en résumé, c'est, si je peux me permettre, un petit peu le bordel. En toute sincérité. On a, alors si vous êtes de ma génération, on a connu des choses comme les frames, les petits spacers GIF, les tableaux de mise en page, tout ça. Aujourd'hui, on a un petit peu tout ça. Ah, il faut que je lance le... Voilà. Aujourd'hui, on a un mélange de tout ça, entre les positions, les floats, les tableaux, les clears, les resets, ce genre de choses. Enfin, j'imagine que ça n'étonne personne de voir tout ça. Qu'est-ce qu'on utilise? Dans quelles conditions? Sous quelles contraintes? Pourquoi? Est-ce que tout le monde ici s'y connaît bien en position absolue? Je pense que pas forcément. Il y a quand même des règles assez spécifiques. En gros, aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué. Généralement, c'est à cause de certains navigateurs qui ont un petit peu de mal à suivre. Ils sont cachés dans le slide, il faut les trouver. Alors donc l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui nous attend dans le futur. Et peut-être avant de passer directement au futur, on va voir ce qu'on a connu. Donc, on va essayer de parcourir les différents temps de conjuguer le positionnement. On va commencer par l'imparfait. Donc c'était à peu près ça, on y arrivait à peu près, mais c'était pas toujours très adapté, très valide, très conforme, très compatible. On a toujours connu ça, donc c'est d'utiliser des choses comme display, avec les valeurs block, inline, de jouer sur les margins, sur les paddings, les frames, vous avez peut-être moins connu, mais c'était une très bonne époque. C'est sarcasme. Les calques à la Dreamweaver, vous savez, on clique sur le truc, on le déplace, et puis hop, on bouge plus, et dès qu'on change de résolution, on est un peu mal. Les fameux tableaux HTML, etc. Donc ça, c'est l'imparfait, c'est ce qu'on utilise malheureusement encore aujourd'hui. Et on va maintenant passer à tout ce qui nous attend, ce qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui pour le présent. Actuellement, on utilise, dans la grande majorité, ces deux types de positionnement, donc le position et float. Je pense que personne ne va me contredire. La grande majorité des sites web actuels sont composés de flottants. Qui, alors je le rappelle, n'a jamais été un positionnement prévu pour positionner des blocs. Juste pour information. Donc historiquement, c'est pour décaler une image à droite ou à gauche et que le contenu s'écoule autour. Ça n'a jamais été prévu pour les blocs. Et c'est ce qu'on utilise tous aujourd'hui, généralement pour des raisons de compatibilité. Et sinon, on s'amuse de temps en temps avec des positions absolutes, des positions relatives. C'est notre présent. Je me suis amusé très rapidement
C'est pas pour dire du mal, hein, parce qu'on fait tous c'est pareil sur Elsa Création. Hein, donc, à décortiquer très vite le site du Web Event. Donc sur la feuille de style, on a 66 flottants, on a 8 clear, on a 27 positions absolutes, on a 20 positions relatives. C'est une moyenne basse. Et puis c'est pas forcément négatif, hein, ça répond à des contraintes et des besoins. Mais c'est ce qu'on a au quotidien. Alors, futur simple. Donc, des choses qui nous attendent, qu'on peut déjà utiliser dans certaines conditions, mais pas tout à fait partout, pas tout à fait avec la même compatibilité, donc c'est encore un petit peu limite. Ce sont des choses comme inline block, donc deux propriétés de la valeur display, inline block et la valeur table cell. On commence à en entendre pas mal parler, parce qu'aux dernières nouvelles, il n'y a qu'un navigateur dans ces anciennes versions qui ne reconnaît pas ce type de positionnement. On verra tout à l'heure. Tout le monde connaît ces positionnements déjà, juste pour savoir alors la question est un peu mal posée, qui ne connaît pas du tout ces types de positionnements, qui n'a jamais entendu parler? Ok, qui les applique? Ah ouais, ok, ça marche. Alors pour le premier, inline block, c'est un truc un peu hybride entre le inline et entre le block, comme son nom l'indique. Donc ce sont des éléments qui s'affichent tels des inlines, donc les uns à côté des autres, et qu'on peut dimensionner. Concrètement, ça donne ça. Donc, ça, c'est avant l'effet inline block. On va supposer qu'il s'agit d'un parent qui contient 4 éléments de type bloc. On va dire que ce sont des paragraphes. Si je modifie le mode de rendu de ces paragraphes, que je les affiche en inline block, il va se passer très exactement ceci. Donc, ils vont se considérer comme des mots, comme du texte, se positionner sur ce qu'on appelle la baseline et s'afficher les uns à côté des autres. Donc ils seront dimensionnables, ce qui est déjà pas mal. On peut jouer sur l'alignement vertical, donc avec vertical align, pour les aligner sur la ligne audio. Et en termes de compatibilité, c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le site Can I Use. When Can I Use. C'est une bonne ressource pour les compatibilités. Donc inline block est supporté par, si on considère un support partiel, il est supporté par 91%, voire 92% des navigateurs actuels. Quand c'est vert, c'est bon. Et pour les daltoniens, en fait, c'est vert partout. À part par là où c'est vert d'une autre couleur. Pour Internet Explorer 6 et 7, c'est-à-dire qu'il le comprend, mais partiellement. En gros, il faut bidouiller un petit peu. C'est pas très compliqué, il faut dire à IE que c'est du display inline en fait, pas tout à fait du bloc. Et on lui rajoute un super pouvoir avec Zoom 1. S'il n'a jamais entendu parler de ça, c'est pas grave. En tout cas, en gros, on peut le faire, on peut émuler ça, et on peut l'utiliser en production. L'autre valeur de display qui était à la mode, c'est tout ce qui est table quelque chose. Table quelque chose, ça va permettre de choisir un mode de rendu comme des tableaux, comme des cellules de tableaux. Donc on part toujours de notre parent avec des blocs. En appliquant un display table cell sur les blocs, ils vont s'afficher comme des cellules de tableaux, parce que c'est exactement ce que je veux obtenir. Donc on a toutes les caractéristiques des cellules de tableau. Donc non seulement ils sont alignés, dimensionnables, comme des cellules, les hauteurs sont toutes identiques. Donc souvent ça c'est assez pratique. On peut bien évidemment donner des largeurs aux éléments. Comme des cellules de tableau, ils se répartissent toujours dans l'espace restant. Donc si je supprime un élément, les autres automatiquement vont s'adapter, ce qui peut être pratique pour faire des gabarits avec ou sans sidebar, avec ou sans pub, des choses comme ça. Pas la peine de faire 15 gabarits différents. Et puis, un petit peu le Saint Graal, l'alignement vertical, donc le centrage vertical, avec tout simplement vertical align, puisque vertical align, on peut très bien l'utiliser sur des cellules de tableau. Et puisqu'on vous a dit que des cellules de tableau des vrais, c'était mal, on va pouvoir le faire avec des display table cell. Donc on a déjà
un schéma de positionnement qui est dans un futur très 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 proche à partir du moment où on oublie. Cette fois-ci, c'est plus du vert partiel, c'est du rouge. Donc IE6 et 7 ne reconnaissent pas du tout ce type de positionnement. Donc à vous de voir si vous laissez tomber IE6 et 7, ce qui est un choix pertinent. Mais ça dépend forcément de votre cible et de votre client. Généralement, les personnes sur IE6 et 7 n'ont pas choisi de l'être, donc c'est un peu vilain pour elles de ne pas en tenir compte. Ou alors vous choisissez de trouver des alternatives. Ou alors vous ne choisissez pas ce type de positionnement, c'est aussi simple que ça. Dans un petit peu plus longtemps, on aura pas mal de choses qui sont introduites dans les spécifications CSS3. Par exemple, la notion de multicolonne. Donc je reprends mon exemple habituel. Si je passe mes paragraphes, ou plutôt si je passe le parent en multicolonne, les paragraphes vont s'écouler d'une colonne à l'autre. Je choisis d'avoir 4 colonnes. Les paragraphes s'écoulent d'une colonne à l'autre. Dès qu'il n'y a plus de place dans une colonne, ils passent à la suivante, etc. Un petit peu comme ce qu'on fait en PAO. Et ça marche très bien. On a pas mal de propriétés qui se réfèrent aux multicolonnes. On peut faire du span, donc on peut dire qu'un élément va occuper une ou deux colonnes, ou toutes les colonnes, des choses comme ça. Et donc de le distribuer sur plusieurs colonnes. C'est un petit peu ce qu'on faisait, ou ce que certains font encore avec les fameux call span. On a changé call span en colonne span, c'est plus, ça pique moins les yeux. Parce que call span, c'est vrai qu'on est un peu bavé avec. Par exemple, si je vous demande de me faire une liste numérotée sur X colonnes, et que je veux pouvoir ajouter ou enlever un élément facilement et que les colonnes s'adaptent, c'est pas forcément évident, à moins de jouer du côté JavaScript ou PHP pour recalculer les éléments et refaire des floats, ce genre de choses. Sous forme de colonnes, c'est tout simple. On dit je veux des colonnes de 200 pixels de large, et puis voilà, hop, il voit qu'il y a de la place pour 4, donc il en met 4. C'est aussi simple que ça. Alors si ça marchait partout, ça se saurait. Et du coup, ça ne marche pas partout. Ça fait pas trop peur quand même, il y a pas mal de vert. Il y en aura de moins en moins quand même après. Les colonnes multiples, ça fonctionne à partir de Firefox depuis la nuit des temps, depuis Chrome depuis très longtemps, sur Safari depuis très longtemps. Vous avez vu, il y a une petite variante, c'est que Canaius vous indique qu'il faut un préfixe devant. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, les propriétés, les spécifications CSS3, tant qu'elles sont en brouillon, nécessitent des préfixes. C'est-à-dire que si le navigateur a envie de l'implémenter, il doit créer sa propre propriété. Alors les choses sont en train de changer un petit peu. D'ailleurs, ce qui n'est pas logique, c'est que c'est une propriété qui n'est plus en brouillon. Elle est en candidate recommandation. Donc normalement, il devrait plus y avoir de préfixes. Ça fonctionne sur Safari, ça fonctionne sur Opera, ça fonctionne sur mobile sans problème, sauf sur Opera Mini. Et sur bureau, il y a un retardataire, c'est Internet Explorer. Ça fonctionne à partir d'IE 10. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Bref. Encore plus loin, donc encore moins compatible. Voilà vraiment ce que les laboratoires du W3C nous concoctent pour pallier à tous les problèmes qu'on a actuellement en termes de positionnement. Ils nous préparent un type de positionnement qui s'appelle le Flexible Box Model, le Grid Layout Model, les régions, les exclusions. Donc on va aller voir. Flexbox, ça va être un truc un petit peu passe-partout, un petit peu magique. Des fois, ce sera un peu ordonné, des fois pas trop, des fois c'est entre les deux, des fois c'est bordélique. Donc ça va correspondre à pas mal de besoins. Donc, je reprends mon principe de base. Et l'idée, ça va être de créer un contexte de Flexbox qu'on applique aux parents.
Donc les éléments sont toujours des paragraphes. Je n'aurais pas dit le contraire. Par contre, j'ai dit que le parent doit créer un contexte de flexbox. Et automatiquement, les paragraphes vont s'afficher de cette manière-là, donc à l'horizontale, un petit peu comme des inlines. On peut changer de type d'affichage, donc de passer d'un alignement sous forme de rangée à un alignement sous forme de colonne. Voilà, j'ai pas gagné grand-chose par rapport à mon truc de départ, parce que c'est un petit peu des paragraphes par défaut. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'on peut déjà inverser l'ordre. Donc on peut choisir d'afficher la colonne à l'envers, ou la ligne à l'envers. On peut jouer sur la flexibilité des éléments. On peut dire que certains éléments sont flexibles et pas d'autres. Supposons que mon dernier enfant, j'ai envie qu'il soit flexible, moi je lui mets une propriété de flex 1, il sera flexible et pas les autres. Donc lui, il va occuper tout l'espace qui reste. Si j'ai un deuxième élément qui est en flex 1, ils seront tous les deux flexibles et se répartiront l'espace. Si j'ai un élément en flex 2 et l'autre en 1, il y en a un qui sera 2 fois plus grand, etc. Donc il y a moyen de faire des choses. Jusque-là, ça ressemble quand même pas mal à du positionnement qu'on utilisait avec des tableaux. Ben, je ne vous dirai pas le contraire. On peut définir un alignement. Donc on peut aligner à gauche avec start et à droite avec end. Pour info, le W3C maintenant laisse tomber de plus en plus justement les valeurs left, right, enfin surtout left et right, au profit de start et end, puisque left et right, ça ne veut pas forcément dire grand-chose sur un document, sur un site web qui se lit de la droite vers la gauche, pour certaines langues. Donc pour éviter des discriminations, on va de plus en plus rencontrer des start et des end plutôt que des left et des right. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'on peut aligner au centre, on peut justifier et on peut distribuer. Distribuer permet d'avoir le même écart entre les éléments et de les avoir centrés ou pas si on veut. Donc là, ça commence à être des choses qu'on ne pouvait pas faire avec d'autres types de positionnement, ou en tout cas pas facilement. Et bien sûr, on peut également centrer verticalement, quand on est dans un mode de distribution sous forme de colonne. Enfin, sous forme de verticale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là où ça devient vraiment complètement intéressant, c'est qu'on peut afficher n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'on peut, indépendamment de l'ordre du code HTML, on peut choisir que telle ou telle boîte va s'afficher en premier, telle autre va s'afficher en deuxième, etc., etc. Le principe, je pense que les spécifications ont réussi à faire le truc le plus compliqué possible pour ça. En gros, flex order ne signifie pas l'ordre d'apparition, signifie que mon élément, donc cette fois-ci le deuxième, le mot choucroute, se trouve dans un groupe de poids 1. Sachant que par défaut, tous les groupes ont un poids 0, et que les poids les plus gros, contrairement à ce qu'on peut croire, on va se retrouver en bas. Donc si je mets un élément en poids 1, il se retrouvera en bas. C'est une sorte de pondération inverse, c'est pas moi qui ai suivi pour les specs. Donc vous pouvez donner un numéro d'ordre à n'importe quel élément, il va se retrouver selon son poids, plus le poids est gros, plus il se retrouvera en bas de la pile. Ça fonctionne bien sûr pour des affichages verticaux et horizontaux. Là vous imaginez très facilement qu'au niveau référencement, il y a des gens qui vont être très contents parce qu'on va pouvoir écrire n'importe quoi dans l'HTML, dans n'importe quel ordre, et puis mettre n'importe quel élément finalement visuellement tout en haut ou tout en bas. Donc tous les mots-clés qu'on a mis au début, on va pouvoir les mettre tout en bas. Donc c'est pas bien. Mais on peut faire d'autres choses intéressantes, par exemple sur mobile. La navigation qui prend beaucoup de place, et généralement qui va s'afficher en haut, qui va prendre toute la place, on peut trouver judicieux de l'afficher en bas, tout bêtement, sans avoir à toucher le HTML. Donc on peut inverser, selon certaines situations, certains contextes, l'ordre des éléments. Au niveau de la compatibilité, ça fait pas trop peur. On pourrait s'attendre à pire. C'est reconnu par un bon paquet de navigateurs, à part en gros Opera et Internet Explorer jusqu'à sa version 10. En gros, c'est presque utilisable sur mobile.
presque, ça marche quand même pas sur Opera. Et sur Bureau, par contre, ça relève de l'expérimental, pour l'instant. Vous aurez remarqué qu'il y a deux types de couleurs, donc a priori, il n'y a qu'un seul navigateur qui reconnaît la dernière spécification. Et pour cause, en fait, la dernière spécification a changé, on est quoi, en juin, a changé en mars dernier. Donc les noms de propriétés ont changé. Et il n'y a que Chrome pour l'instant qui a suivi. Ouais, je peux voir. Ce qui fait qu'en gros, si vous voulez l'utiliser, il faut écrire l'ancien nom de toutes les propriétés, avec des préfixes, et le nouveau pour Chrome, avec des préfixes. Donc d'où l'idée d'un truc expérimental pour l'instant. Mais ça a de l'avenir. Hein. D'ailleurs, c'est plus du working draft, c'est passé, pareil, depuis une semaine en last call, donc ça devrait plus bouger beaucoup. Donc positionnement d'avenir. Un autre positionnement d'avenir, c'est le positionnement sous forme de grille, le grid layout. Grid layout, c'est aussi une sorte de concept, de contexte qu'on crée, un peu comme des tableaux. Et donc qui est une grille virtuelle qu'on applique sur l'élément qu'on veut. Et ça se passe de manière assez simple. Là, j'ai choisi comme élément body. Vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel élément. Ça passe toujours par la propriété display. Et vous choisissez la valeur display grid. Et puis c'est fini. Tous les enfants vont s'adapter à ce contexte. Vous pouvez ensuite créer des colonnes. Avec du grid colonnes. Là, j'ai construit une grille virtuelle de 2 colonnes. La première colonne fait 250 pixels. La deuxième colonne fait 1 FR. Un FR, c'est peut-être une unité dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça représente tout simplement l'espace qui reste. Une fraction de l'espace qui reste. Donc si je crée une troisième colonne qui fait aussi un FR, elles se répartiront l'espace qui reste. Concrètement ou visuellement, ça donne plutôt un truc comme ça. Donc j'ai créé ma grille de 2 colonnes. Donc une colonne ici à gauche qui fait 250 pixels, une colonne à droite qui fait l'espace qui reste. Et je positionne mes éléments. Donc là j'ai un élément nav, un élément section, je le positionne, le premier dans la grille de colonne 1, le deuxième dans la grille de colonne 2. On peut difficilement faire plus simple et difficilement faire plus intuitif. On peut bien évidemment faire des grilles de plus en plus complexes avec des colonnes et des lignes. Là, je spécifie deux colonnes, une de 250 et une de 1 FR, et 2 lignes. La première ligne qui occupera 100 pixels de haut, la deuxième 300 pixels de haut, et je positionne mes éléments dans la colonne, dans la ligne. C'est très intuitif, ça fonctionne très bien sur les navigateurs qui reconnaissent. On peut même faire des patterns, faire des vraies grilles, avec des motifs qui se répètent. Là, par exemple, je dis que ce motif-là, donc le motif 1FR 10 pixels, va se répéter 4 fois. Et donc je commence avec une colonne qui fait 10 pixels, et puis je répète 4 fois un motif qui fait 1FR plus 10 pixels. En gros, j'ai 10 pixels de gouttière au début et à la fin, entre mes colonnes, et toutes les colonnes s'adaptent. Donc ça, en général, pour le mot-clé responsive qui va bien, ça marche pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également décider que des éléments occupent plusieurs colonnes ou plusieurs lignes. On retrouve notre colonne span, mais cette fois-ci dans un contexte de grid. Donc j'ai choisi que header se positionnait en colonne 1, en ligne 1, mais qu'il allait occuper 2 colonnes. Donc en gros, il occupe tout l'espace dans la largeur. On retrouve les mêmes concepts que pour des tableaux. À savoir qu'il existe un autre type de notation qui est la syntaxe sous forme de template. Donc cette fois-ci, au lieu de créer des lignes et des colonnes, vous créez un template. Vous faites votre petit canevas avec des lettres. Et donc en fait, chaque chaîne correspond à
une ligne. Donc dès qu'on change de chaîne, on passe à la ligne suivante. Donc là, j'ai décidé d'avoir deux emplacements qui s'appellent H, puis deux emplacements qui s'appellent N et C, puis deux emplacements qui s'appellent F. Et je positionne mes éléments selon le nom de l'emplacement. H qui va occuper toute la largeur, parce qu'il occupe deux emplacements. Donc header va se placer dans H, nav va se placer dans N, puis voilà. Là aussi, c'est extrêmement intuitif. On peut bien entendu aligner dans tous les sens. Donc si je choisis un row align center, je vais aligner au niveau de la ligne. Si je choisis un colonne align, je vais aligner au niveau de la colonne. Si je choisis les deux, je vais centrer en plein milieu. Pour s'adapter à toutes les résolutions, il n'y a rien de plus simple. On choisit un template sous forme ABCD, si je veux 4 colonnes. Et hop, si je suis sur mobile ou autre, je vais dire que je change mon template. J'ai rien à changer au niveau du HTML, j'ai rien à changer au niveau du positionnement des éléments. Sauf si j'ai envie. J'ai juste à changer la grille de départ. Voilà. Vous vous doutez que les tests n'étaient pas très faciles. Cette fois-ci, il n'y a qu'un navigateur qui reconnaît. Pour l'instant, c'est IE10. Donc on va dire qu'en production, c'est encore un tout petit peu limite. Vous savez, sur un intranet super maîtrisé, le support est actuellement de 0,03%. Mais j'ai entendu dire que WebKit et Firefox se lançaient dans la course aussi, et qu'ils allaient nous sortir des versions qui reconnaîtraient ce type de positionnement. On passe au suivant. Autre type de positionnement, région. Région, on va prendre un... supposons que j'ai créé des blocs un petit peu n'importe comment. Donc là, je les ai positionnés des fois en absolute. Voilà, j'ai un template avec une zone 1, une zone 2, une zone 3, une zone 4, une zone 5 et une zone 6. Avec du texte que j'ai dans un élément div, donc un lorem ipsum alsacien pour la peine. Et mon layout, en fait, se trouve ici. Donc là, j'ai sous forme de paragraphe, un paragraphe qui s'appelle 1, puis 2, puis l'image, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Le principe de région, c'est qu'on va pouvoir dire ma source origine va s'écouler dans un truc que j'ai appelé Kiwi. Et les paragraphes vont recevoir de la source Kiwi. Ce qui fait qu'en fait, voilà, mon div d'origine va s'écouler entre les différentes parties. Donc c'est moi qui décide de dire qui accueille quelle partie, etc. Au niveau de la compatibilité, il n'y a pas grand monde qui reconnaît. Il y a IE10 qui, faut bien le dire, est un bon navigateur. Il y a Chrome, et pour Firefox, on ne sait pas trop encore. Et ça fait rien. Toujours un peu plus loin, on a une spécification en brouillon, comme les autres d'ailleurs, qui va... Alors vous allez entendre parler de deux groupes en même temps, c'est float et position. Du coup, on va les associer pour faire un élément qui va être flottant dont la valeur est positioned. Ce qui fait que on va pouvoir décider de comment se répartit le texte autour. Si j'ai un élément en float positioned avec un wrap flow auto, c'est comme s'il n'y avait rien. Mon élément en position absolue, il va se positionner par-dessus. Là, il est un tout petit peu translucide, on ne le voit pas très très bien, mais on voit que le texte en fait s'écoule en dessous, puisqu'on est sur deux plans différents. Par contre, si je choisis de faire écouler le texte
avec la valeur both, le texte va s'écouler autour. Il va épouser ma forme. Ce qui pour l'instant est un tout petit peu difficile à faire sans ce type de positionnement. Et ça peut devenir rigolo puisque on peut choisir le type de forme. Donc on peut avoir un shape, et même pire, un shape inside et un shape outside. On peut dire voilà, le texte va s'écouler à l'intérieur sous forme de cercle et à l'extérieur sous forme d'un polygone qui sera une étoile. Donc les valeurs pouvant être rectangle, circle, ellipse ou polygone. Et polygone, vous pouvez vous amuser à mettre autant de points que vous voulez, donc vous pouvez faire le contour de votre tête, ça va s'écouler tout autour, ça va être chouette. Je prends un exemple au hasard. Je ne vous montre pas le tableau de compatibilité, puisqu'en fait, c'est compatible sur aucun navigateur. La seule façon de le tester, c'est de jouer avec un logiciel que fournit Adobe, et donc qui émule ce type de positionnement. Et hop. Et du coup, je vais vous le montrer. C'est assez bluffant quand même. On va aller sur j'avais mieux que ça. Samples. Donc en fait, région et exclusion font partie de la même spécification. Donc si je réduis, on voit bien que mon texte va bien s'écouler, là pour l'instant comme du multicolonne, d'une colonne à une autre. Par contre, on peut changer l'ordre d'affichage et dire que une fois qu'il a dépassé ici dans le bloc 1, il va continuer à s'écouler dans le bloc 2, puis il termine de s'écouler dans le bloc 3. Faut en avoir l'utilité au quotidien, mais ça marche. Et pire, on peut même dire qu'il va sauter une colonne à chaque fois. Donc la colonne 1 continue à s'écouler dans la colonne 3, la colonne 2 continue à s'écouler dans la colonne 4. Vous pouvez faire des jolies déclarations d'amour. Donc avec les exclusions. Ou dans l'autre sens. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais on peut trouver beaucoup d'usages concrets à ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est vraiment dynamique, c'est vraiment adapté à la forme. Après, il y a des trucs plus ou moins de mauvais goût, mais... Donc pareil, le niveau de l'ordre, on peut choisir de l'afficher dans l'ordre qu'on veut. Là, pour la typo, pouvoir aligner selon les lettres. Là, le texte s'écoule bien autour du Y. Et du coup, on peut faire des choses comme ça. Parce qu'on va faire écouler le texte dans une forme qu'on aura choisie. Je crois même que l'exemple, si je ne me trompe pas, s'adapte ou pas. Ouais, ça aurait pu. Ah si, voilà. Voilà, tout en gardant le même code HTML, on peut le distribuer sur différents types d'affichage. Et toujours plus loin. Oups. Le texte qui s'adapte à votre décor, en haut ou en bas. Voilà, ça rend pas très bien en fait. Celui-là est mieux.
Voilà, celui-là. Voilà, prenez n'importe quel type d'image. Vous faites une sorte de map area et vos textes va s'écouler autour. Et un dernier pour finir. Ah ouais. Je suis censé avoir une image. Ah voilà. Alors les contrastes sont pas géniaux, donc on aura compris qu'il y a du texte ici qui va s'écouler autour de l'image parce que je vais faire arriver ma voiture, attention. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas moi qui l'ai fait l'exemple. Et c'est tout. Donc voilà en gros ce qui nous attend. Des sites avec des voitures. Non, pas le site officiel, non, c'est pas moi. Voilà, on commence à avoir un arsenal. Il n'y a plus qu'à attendre que les navigateurs suivent. Honnêtement, la plupart des navigateurs actuels ont fait le choix de suivre ces standards. On le voit bien avec le virage d'IE. IE 10 qui est, je crois, le seul à reconnaître tous les nouveaux types de positionnement qui sont complètement brouillons. Donc, connaissant Firefox et WebKit, on se doute que les autres vont bien suivre aussi. Je ne vais pas vous dire qu'on va pouvoir utiliser ça demain, c'est sûr, parce que demain on aura encore du IE 6 et 7 quelque part dans les placards. Mais sur un environnement mobile, par exemple, où il n'y a déjà pas d'IE 6, ça va être beaucoup plus facile et ça ira beaucoup plus vite. À ma connaissance, actuellement, il n'y a pas encore de positionnement en CSS4, puisqu'il y a déjà des brouillons de CSS4, mais au niveau positionnement, il n'y en a pas, je crois. Et pour terminer, voilà un petite évolution. Donc on en est à peu près là, aujourd'hui. Et puis voilà, vous saurez que vous pourrez dire aux descendances futures que vous avez connu les frames, les tableaux, quand eux ne connaîtront que des flexbox et des grids, ou du CSS4. Les crédits photos. Et je vous remercie. J'ai réussi à tenir mon timing. Il y a des questions ? En fait, toutes les questions que vous allez poser, ce sera pris sur votre temps de pause. Donc, je ne sais pas si je ne supporte pas les questions. Oui ? Est-ce qu'il y a des chances dans les futures versions de navigateur qu'on se retrouve confronté au même problème qu'on a eu avec IE 6, qui risque de traîner pendant des années ou est-ce qu'ils comptent résoudre un peu ce problème de vieux navigateurs qui traînent longtemps après leur durée de vie, quoi ? Oui. J'hésitais entre oui et ça dépend. Le problème d'IE 6, c'est pas forcément qui traîne. Si, IE 6 a traîné. Il y a eu quelques années avant la sortie d'IE 7. Mais honnêtement, depuis IE 7, le roulement est plus rapide. IE 7 est sorti en 2007, IE 8 en 2009, IE 9 en 2010 ou 11. Donc IE 10 va sortir là, je crois, bientôt. C'est pas forcément ça le problème. Le problème, c'est surtout les grosses entreprises, le secteur bancaire et les administrations qui elles ne font pas soit parce qu'elles ont des grosses applications dessus et ne peuvent pas changer d'application du jour au lendemain, soit parce qu'elles n'ont pas envie de changer un parc de 10 000 PC pour passer sur Mac ou Linux ou Windows 7. Donc c'est pas forcément... Les navigateurs avancent, les navigateurs évoluent. C'est sûr que sur Windows XP, on est limité à IE 8.
Il n'y aura jamais d'IE9 sur Windows XP à ma connaissance. Donc tant qu'il y a du XP, on sera limité à IE8 par exemple. Mais ça n'empêche pas que les navigateurs, eux, continuent à avancer, ce qui n'était pas le cas à l'époque d'IE6. Donc c'est difficile de répondre. Statistiquement, IE6 ne représente plus qu'1% en France des utilisateurs, mais si vous êtes dans le secteur bancaire, ce sera plutôt de l'ordre de 20%. Ça dépend du public, quoi. Bonjour, je suis là. Ouais. Alors en fait, moi je voulais répondre peut-être un peu, rebondir là-dessus. Il y a un article intéressant de Paul Ayry justement qui fait la liste de tous les navigateurs qu'on va se taper pendant 10 ans, du fait des évolutions d'IE qui vont continuer. Et surtout, moi je pense qu'il y a peut-être une possibilité qu'on ait des bibliothèques comme Modernizer ou des choses comme ça qui permettent sur des navigateurs comme IE9, ou IE9 c'est le meilleur exemple, qui a des capacités JavaScript déjà pas mal évoluées, de compenser des manques en CSS au moment du rendering. Ouais, j'allais dire pour des navigateurs, pour des versions à partir d'IE9, ça peut valoir le coup. Après c'est sûr que appliquer des patchs JavaScript sur IE6, qui a déjà un moteur de rendu de JavaScript un petit peu limite, je crois qu'au bout d'un moment il vaut mieux le laisser mourir de sa belle mort. Oui, non, je parlais là du futur. À partir d'IE9, c'est vrai que ça peut valoir le coup, ouais. De compenser via JavaScript. Plus de questions? Non. Ah putain. C'était la classe. Merci. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à la propriété display non-block. Donc on connaît ses avantages pour le positionnement, mais on connaît aussi son inconvénient qui est le petit marge de 3-4 pixels. Le white space, ouais. Est-ce qu'il est prévu dans les prochaines versions de navigateur de supprimer ce défaut-là sans passer par les white space? Non, parce qu'ils n'ont pas eu lieu de le faire. C'est du texte, si tu rajoutes... on peut se tutoyer? Oui. Si tu rajoutes un espace dans le code HTML, il va apparaître dans le navigateur. C'est fait pour. Là, c'est exactement pareil. Inline block, les éléments sont considérés comme des mots. Donc à partir du moment où tu as un espace entre les éléments, entre les balises, tu as un espace entre les mots et cet espace, il doit être représenté. Donc ce n'est pas au navigateur de le faire. Par contre, c'est à CSS de le faire. Et il y a une propriété qui s'appelait White Space Collapse, qui permet de supprimer le white space, qui s'appelait, puisqu'elle a changé de nom, elle s'appelle, pareil, pas très longtemps, Text Space Collapse, qui revient au nom, mais qui est de toute façon reconnu par aucun navigateur pour l'instant. Merci. Après, il y a d'autres techniques. Ouais. Non, plus de questions. Ça dépend. Ouais, ok. Merci.